Moi, Baba Mal, je suis panafricaniste. C'est pourquoi je regarde et je suis Amani TV. C'est la télé du continent africain. Suivez Amani comme moi. Merci. Bonjour, bienvenue sur Amani TV et partenaires pour ce retour à la demande générale sur les mouvements de libération nationale qui ont accompagné l'histoire du panafricanisme et qui ont permis également de contribuer, je dirais, à la réalisation du principe d'unité africaine. Je suis Hamzat Boukari Abara, je suis auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Dans l'écriture de cette histoire du panafricanisme, les mouvements de libération ont un rôle très important parce que ce sont des dynamiques qui ont été mises en place dans le contexte des indépendances et des indépendances qui ont été arrachées. On peut citer notamment le cas des colonies portugaises, l'Angola, le Mozambique, le cas de l'Afrique australe, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, le cas de l'Algérie, mais aussi des cas qui ont été, je dirais, vaincus par le néocolonialisme, comme le cas du Cameroun avec l'Union des populations du Cameroun. Ce qui est très intéressant dans l'histoire des mouvements de libération, c'est qu'ils s'inscrivent dans des dynamiques révolutionnaires. Il s'agit vraiment de réaliser une indépendance totale, pleine et entière, complète. L'une des particularités aussi de ces mouvements de libération, c'est qu'ils ont généralement une branche politique et une branche armée. Et dans bien des cas, c'est l'impossibilité d'obtenir en fait une solution politique à la résolution du problème colonial qui induit le passage à la lutte armée. Un autre élément, c'est que sur le volet idéologique, ce sont des mouvements qui s'inscrivent aussi dans des références assez particulières. Beaucoup d'entre eux, notamment, s'inscrivent en lien, au-delà du panafricanisme, avec le nationalisme et le communisme. La particularité du plus ancien mouvement de libération du continent africain, c'est qu'il repose précisément sur le plus ancien parti politique de l'histoire de l'Afrique, l'African National Congress, l'ANC, notamment connu sous le nom de ANC de Nelson Mandela. L'ANC a été créée en 1912, donc avant la révolution russe, donc en dehors du cadre communiste, et va survivre à la chute du mur de Berlin. C'est donc un contexte qui montre qu'il existe un combat politique nationaliste africain qui est indépendant, je dirais, des influences étrangères. Un autre élément intéressant dans l'ANC, créé en 1912, donc à Bloemfontein, c'est que le nom même du parti est African National. Et on va voir émerger dans les années 40, 50, 60, au niveau notamment de l'Afrique dite anglophone, un certain nombre de partis qui vont prendre également ces dénominations de African National Union. Ce sera la Kenya African National Union, la Tanganyika African National Union, etc. Ce qui montre dès le départ que le projet nationaliste est vu par les mouvements de libération ou les partis de libération comme un projet panafricaniste. Autrement dit, comme le disait Julius Nyerere, le véritable nationalisme africain, c'est le panafricanisme. Alors, dans le cas de l'ANC, qui est le premier mouvement à rentrer, je dirais, dans cette dynamique, on a une première génération qui est portée plutôt par des élus et des cadres qui sont plutôt bourgeois, plutôt libéraux, et qui vont être dépassés à partir des années 40 par ce qu'on appelle la Ligue des jeunes de l'ANC. Elle est créée en 1944. On y trouve notamment Walter Sisulu, on y trouve Nelson Mandela, on y trouve un certain nombre de compagnons qui vont lutter contre le régime d'apartheid. Et c'est cette Ligue de jeunesse qui va rompre avec l'ANC première. Et donc, dans le contexte de l'Afrique du Sud, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où il y a une intensification de la politique nationale africanaire, eh bien, des éléments vont servir de déclic. L'un de ces éléments, c'est en 1960, lorsque Robert Sobukwe, qui est le leader d'un mouvement dissident de l'ANC, qui va prendre le nom de Pan-African Congress, le PAC, est convoqué par les autorités. Et Sobukwe décide d'aller à pied pour se rendre au commissariat. Et entre le moment où il sort de chez lui et le moment où il arrive dans la zone où il est attendu, notamment Sharpeville,
il y a toute une foule qui est sortie de chez elle et qui l'accompagne. Et c'est cette foule qui va faire l'objet d'une féroce répression de la part de l'armée sud-africaine blanche, qui va être connue sous le nom de massacre de Sharpeville le 21 mars 1960. C'est très important parce que ce 21 mars-là va devenir effectivement la journée internationale contre le racisme en référence au massacre de Sharpeville. Et c'est en référence au massacre de Sharpeville que l'ANC, qui était jusqu'à présent un parti politique classique, va décider d'ouvrir une branche armée qui va prendre le nom de Umkhonto we Sizwe. C'est Nelson Mandela qui sera chargé de voyager dans plusieurs pays africains pour ouvrir des antennes pour l'ANC et surtout pour la formation des combattants de libération sud-africains qu'on va appeler les Freedom Fighters. Beaucoup iront notamment se former en Algérie, d'autres iront en Éthiopie, certains iront également en Europe et dans les pays de l'Est. La lutte armée va être aussi le choix finalement pris par les mouvements de libération d'Afrique lusophone. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert de Amilcar Cabral, le Front de libération du Mozambique de Eduardo Mondlane et de Samora Machel, et également donc le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, qui va être également donc porté par Agostinho Neto. Ces différents mouvements de libération vont être basés principalement à Dar es Salaam, en Tanzanie. Et donc Dar es Salaam va devenir le lieu de formation d'un certain nombre de gouvernements en exil qui vont être reconnus comme des gouvernements officiels par l'ANC et qui vont disposer de tout un arsenal diplomatique pour lutter contre le colonialisme portugais et contre le régime d'apartheid sud-africain. Alors il faut savoir qu'on ne luttait pas contre le Portugal à cette époque-là, puisque en réalité, le colonialisme portugais s'appuyait sur l'OTAN. C'est-à-dire que durant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont préempté les bases aériennes et navales françaises et britanniques en Afrique. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de la constitution de l'OTAN, donc le traité de l'Atlantique Nord, eh bien, les bases utilisées par les Américains durant la Seconde Guerre mondiale deviennent en fait des bases de l'OTAN. Par conséquent, le Portugal est soutenu par les forces de l'OTAN parce qu'il s'agit de préserver l'endroit stratégique des intérêts occidentaux en Afrique, qui est le régime d'Afrique du Sud. Et donc toutes les luttes de libération ont pour vocation, ont pour finalité de converger dans la lutte contre le régime d'apartheid. C'est ce qui explique pourquoi, au moment de l'indépendance du Congo, eh bien, on a des sécessions dans la partie sud du Congo, au niveau des régions qu'on appelle le Katanga, le Kasaï. Ce sont des sécessions qui sont soutenues par les intérêts sud-africains, dans l'idée en fait de rattacher le sud de la République démocratique du Congo aux pays d'apartheid de Rhodésie et d'Afrique du Sud, dans le cadre des intérêts des multinationales. C'est aussi dans ce contexte-là que les Cubains décident également d'intervenir, notamment au niveau de l'Angola et du Mozambique, en envoyant des dizaines de milliers de soldats combattre du côté notamment du MPLA contre les forces de l'UNITA, qui à l'époque étaient soutenues par l'Afrique du Sud de l'apartheid et par les États-Unis. Et donc le contexte des mouvements de libération, des guerres de libération, inscrit l'Afrique dans une géopolitique de la guerre froide qui quelque part n'a rien à envier avec les débats que nous avons aujourd'hui sur le rôle de l'Afrique dans l'arbitrage des conflits entre les Russes et les Américains. C'est également très important de comprendre que face à cette internationalisation des conflits en Afrique, des puissances africaines prennent également des positionnements particuliers. Ce sera le cas notamment de la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, qui va par exemple soutenir la sécession du Biafra nigérian, puisqu'il y a en fait une rivalité historique entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, entre la Côte d'Ivoire qui est vraiment l'arrière-pays de la France et le Nigeria qui est le géant anglophone. Il y a toujours eu une volonté de fragmenter le Nigeria. Donc la guerre du Biafra voit le Nigeria en fait attaqué par les intérêts français via notamment la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun. C'est également le cas du Zaïre de Mobutu, qui va être durant plusieurs décennies l'allié stratégique des Occidentaux en Afrique.
Et donc le Zaïre de Mobutu va d'une certaine manière préserver les intérêts stratégiques vis-à-vis de ce qui était présenté comme le grand épouvantail de l'époque, c'est-à-dire la menace russe, la menace communiste. Au tournant des années 70, au milieu des années 70, la décolonisation intervient dans l'empire colonial portugais. Donc la Guinée-Bissau et le Cap-Vert prennent leur indépendance séparément, l'Angola et le Mozambique également, mais les deux pays entrent dans une guerre civile qui est liée au fait que l'Afrique du Sud, qui défend ses intérêts, va soutenir des rébellions et en Angola et en Mozambique pour éviter que des régimes anti-apartheid prennent le pouvoir à Luanda et à Maputo. Et donc on est vraiment dans des guerres par procuration. Et donc l'enjeu qui va apparaître dans les années 80 sera premièrement la libération de la Rhodésie du Sud, donc le Zimbabwe de Robert Mugabe, qui devient indépendant en avril 1980, avec le fameux concert de Bob Marley au Rufaro Stadium, où il chante toutes ses chansons les plus politiques et les plus engagées. Deuxième élément, ce sera l'indépendance de la Namibie, parce que la Namibie est un pays annexé par l'Afrique du Sud, entre donc l'Afrique du Sud et l'Angola, dans lequel l'Afrique du Sud était présente militairement. Donc tout l'enjeu des années 80 sera comment faire reculer l'armée sud-africaine, la ramener dans ses frontières internes et faire tomber le système économique capitaliste, raciste et militariste de l'apartheid, sachant que ce système-là était soutenu par des forces très puissantes. Alors pour le faire tomber, il a fallu une mobilisation panafricaine. Mobilisation panafricaine qui débute donc, en 1960 lors du massacre de Sharpeville, avec la mise en place donc, de cellules de formation militaire de l'ANC à l'extérieur du territoire sud-africain, la mise en place d'une diplomatie panafricaine, et puis surtout 1963, quand Myriam Makeba, jeune artiste, jeune chanteuse, très célèbre déjà à cette époque-là, puisqu'elle chantait déjà pour notamment John Kennedy, eh bien, se rend aux Nations Unies et fait un discours dans lequel elle réclame la mise en place d'un embargo sur les armes vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Donc la question de l'embargo vis-à-vis du régime sud-africain va devenir un enjeu politique et diplomatique croissant pour asphyxier le régime d'apartheid et amener finalement dans les années 80 le régime d'apartheid à être obligé de négocier, puis finalement de libérer en février 1990 tous les prisonniers politiques, notamment Nelson Mandela et bien d'autres, et autoriser le retour à un ordre politique constitutionnel qui va aboutir en 91 à l'abolition de l'apartheid, en 92 et 93 à une période insurrectionnelle, marquée notamment par l'assassinat de Chris Hani, et en 94 par les premières élections dites multiraciales en Afrique du Sud. Alors l'élection sud-africaine de Nelson Mandela en 1994 est un peu considérée comme le point final de la lutte du mouvement panafricaniste au XXe siècle pour repousser précisément le racisme et le colonialisme à l'extérieur du continent africain. Mais dès que Nelson Mandela est élu président de l'Afrique du Sud, d'autres problématiques et d'autres drames apparaissent. C'est notamment le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est des questions de guerre qui se développent au niveau de l'Est de la République du Congo. Ce sont également des conflits inter-États qui ne cessent de retarder le développement de nos populations. Et donc nous passons de logiques de guerre de libération et de mouvements de libération à des logiques de guerre de prédation et de mouvements de prédation avec le développement de milices dans certaines régions du continent africain et aujourd'hui, au XXIe siècle, de mouvements dits djihadistes ou terroristes qui, quelque part, freinent le développement des États et conduisent à interroger les limites de la solidarité panafricaine. C'était donc un topo sur les mouvements de libération, à partir notamment de cette dynamique de l'Afrique australe, qui permet un peu de comprendre comment le panafricanisme s'est concrètement appliqué dans des circonstances bien précises, les luttes de libération, les banques de sang, les solidarités économiques, les solidarités diplomatiques, et comment justement, dans la période contemporaine que nous subissons, que nous vivons, il est important de s'appuyer sur ces expériences-là pour faire du panafricanisme un mouvement de reconquête de nos territoires, un mouvement de reconquête de nos esprits, un mouvement de libération également de nos ressources et de notre potentiel.
Je vous remercie en tout cas pour tout l'intérêt que vous portez, en tout cas une fois de plus, à ce spécial panafricanisme, et je vous souhaite une très bonne soirée.